Chers amis, merci à vous d'être là. J'espère que vous avez passé un beau moment pour avoir bravé le froid, le verglas, pour venir participer à ce meeting. C'est vraiment un plaisir d'être là. Je voulais redire à nouveau merci à Sue-Hélène de Maistre, à Pierre Plutat, à Brahim Ben Ali, à Dorothée Kennedy, à Coralie Bonvarlet, pour être venus témoigner de vos combats, de vos conditions d'existence. On va juste se parler clairement pour que personne ne puisse vous formuler aucun reproche. Votre présence m'honore, mais, sauf si vous reniez mes propos, elle ne vaut pas soutien, parce que je n'embrigade pas vos vies et vos engagements dans notre combat électoral. Mais je vous remercie du coup, d'autant plus, d'avoir accepté de mêler vos voix aux nôtres pour faire entendre le cri de la dignité qui se soulève. Je vous remercie d'être venus combattre l'indifférence des dominants qui conduit aux pires injustices environnementales, c'est-à-dire au sacrifice de la santé des gens du voyage relégués, à l'abandon des vies ouvrières, à l'épuisement physique et mental des plus précaires. Il n'y a pas, d'un côté, les injustices environnementales et de l'autre côté, l'injustice sociale. Ce sont, dans la réalité, les deux faces d'une même pièce, les deux faces d'un même système d'oppression et de destruction. Et je le dis ici, sur ces terres du Nord, où mon grand-père était mineur et où tant et tant d'autres ont eu à souffrir de la silicose. Ici, où aujourd'hui encore, la classe ouvrière victime de l'amiante qui l'a empoisonnée crache ses poumons, pendant que l'État silencieux et complice crache son mépris. Tout se tient. L'effondrement de la biodiversité et le champ de ruines social relèvent d'un capitalisme aveuglé par une financiarisation outrancière. Alors, je veux dédier aujourd'hui ce rassemblement à celles et ceux qui sont en train de perdre leur travail chez Pimkie. Après Camaïeu, après Koukaï, après d'autres enseignes, le secteur souffre et les travailleurs et les travailleuses qui y exercent souffrent. La perte de son emploi est toujours un drame parce que dans une boîte qui ferme, on laisse plus que quelques heures de sueur, on laisse une part de soi qu'on a donnée sans compter à l'entreprise. Et je veux leur dire que le modèle de la fast fashion, qui aujourd'hui conduit à les jeter comme des Kleenex, nous le combattons parce qu'il est basé sur l'exploitation des travailleurs, sur la mise en concurrence des travailleurs et des travailleuses, sur la tromperie des consommateurs et des consommatrices et sur la destruction de la planète. Le tsunami qui vous tombe dessus est celui du capitalisme mondialisé. Il faut se battre. Oui, il faut se battre pour la relocalisation de l'économie, pour produire ici ce dont nous avons besoin ici, pour créer des emplois solides, ancrés dans les besoins des territoires. Une autre économie est possible. Une autre économie est nécessaire si on veut faire face à la fois à l'urgence climatique et à l'urgence sociale. Nous n'avons pas d'autre choix que de l'imposer ensemble en inventant de nouvelles règles du jeu. C'est l'un des sujets que je porterai dans cette campagne des élections européennes, notamment en défendant, et vous l'avez entendu avec mes colistiers et mes colistières, un protectionnisme vert aux frontières de l'Europe. Alors, salariés de Pimkie, contre toutes celles et ceux qui veulent opposer défense de l'écologie et défense de l'emploi, je veux vous dire que vous avez tout mon soutien, ma solidarité, celle des écologistes et celle de la salle tout entière. Et je veux, dans un même élan, m'adresser à celles et ceux qui ont subi le plus grand plan social de ces 50 dernières années. Vous savez de qui je parle ? Je parle du monde agricole, qui voit ses revenus fondre. Je parle de celles et ceux qui travaillent si durement, si chichement. Je parle de celles et ceux qui se suicident dans un accablant silence, reflet de l'indifférence honteuse de nos sociétés devant le fléau social qui s'est abattu sur celles et ceux qui font tant pour nous. Alors je sais les sujets qui parfois nous opposent, je sais les manipulations qui visent à faire de nous des irréconciliables. Mais au contraire,
je sais que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons affronter la violence du dérèglement climatique et de la crise sociale. Nous sommes aujourd'hui réunis, et je vous en remercie, autour d'un mot boussole, un mot balise, un mot qui doit être le phare, qui doit nous éclairer quand la nuit de l'obscurantisme et du désespoir s'abat sur nous. Ce mot, c'est le mot dignité. Il peut résonner en nous de manière différente, selon notre histoire, notre origine, notre parcours. La dignité, c'est notre bien le plus précieux. Et si elle n'est pas cotée en bourse, c'est parce qu'elle n'a pas de prix. Ce mot fait souvent couple avec l'idée de justice. Et je dirais même que justice et dignité sont inextricables, si bien qu'abîmer l'une, c'est toujours blesser l'autre. Alors retenez ceci. L'indignité n'est jamais juste et l'injustice n'est jamais digne. C'est d'ailleurs au nom de l'égale dignité humaine que nous demandons un cessez-le-feu à Gaza aujourd'hui, comme nous avons condamné les attentats barbares du 7 octobre. C'est au nom de la justice que nous réclamons le respect du droit international et que nous demandons d'un même tenant la libération des otages du Hamas et l'arrêt de la politique de vengeance menée par le gouvernement de Netanyahou. En semant la haine et en défendant une politique coloniale, il n'obtiendra jamais la sécurité pour son peuple. Et c'est au nom de l'amour de notre prochain que nous voulons la paix. La paix tout de suite, la paix maintenant et la paix longtemps. La France et l'Europe doivent exiger un cessez-le-feu immédiat. Parce que chaque vie détruite, chaque vie mise en lambeaux, chaque vie injustement sacrifiée par les stigmates de la haine nous éloigne de la possibilité de la paix. Alors on me dira que c'est naïf d'évoquer l'amour de notre prochain. Je répondrai ceci. Qu'avez-vous de mieux en magasin? La haine généralisée, la guerre de toutes et tous contre chacune et chacun, l'indifférence érigée en dogme et l'héroïsme en vertu, la folie d'une société qui écrase les plus faibles? Relisez les mots de Martin Luther King, qui a écrit des pages magnifiques à ce sujet, et vous comprendrez que l'amour véritable de son prochain est une force révolutionnaire et non pas un filet d'eau tiède. Et je le dis pour mes amis de gauche radicale qui ne cessent de m'attaquer en mélangeant tout avec une mauvaise foi qui ne les honore pas. Ils réduisent ma proposition de considérer la douceur comme une puissance de changement à de la mièvrerie. Et ils ont manqué mon engagement contre la pauvrophobie comme étant une forme dépolitisée de charité qui refuserait de s'en prendre aux sources de la pauvreté. Ils se trompent. Parce que la pauvrophobie, c'est le nom de la guerre menée contre les pauvres. Et regardez la politique actuelle du gouvernement Macron. Ils n'agissent pas contre la pauvreté, mais bel et bien contre les pauvres. On peut d'ailleurs résumer leur politique d'une formule qui vous rappellera certainement quelque chose: surveiller plus pour punir plus. Le pauvre ne serait-il pas responsable, au fond, de sa situation? Voilà l'odieux soupçon qu'on fait peser sur les personnes en situation de pauvreté. Le pauvre, il est accusé d'être un parasite, un inutile, un improductif, un oisif, un surnuméraire. C'est au mieux un velléitaire qui n'a pas le sens de l'effort. Au pire, un ennemi de l'intérieur dont les tares congénitales sont la paresse, l'alcoolisme, le manque d'hygiène. Le pauvre, c'est toujours celui qu'il faut sermonner, remettre dans le droit chemin, contrôler. Au nom de la bonne gestion des finances publiques, on traque les plus pauvres, on leur demande en permanence de rendre des comptes. Au nom de la lutte contre le chômage, on rentre dans une logique où il s'agit de contraindre les plus pauvres à accepter n'importe quel poste. Au nom de la sécurité publique au lendemain des émeutes,
On accuse les familles pauvres de ne pas savoir éduquer leurs enfants et on imagine tout un arsenal coercitif pour les contraindre. Parce que c'est bien connu, vous savez, ces gens-là, ils ne tiennent pas leurs gosses. Eh bien, ces gens-là, moi, j'ai grandi avec eux. Parce que mes parents engagés chez ATD Quart Monde avaient fait le choix d'agir aux côtés des personnes en situation de grande pauvreté. Et toujours, j'ai entendu les bourgeois de droite, mais aussi de gauche, faire la leçon aux plus démunis. Toujours, j'ai vu la main des institutions venir s'abattre sans douceur sur les familles en difficulté. Toujours, j'ai vu l'effort pour tenir debout, l'inventivité pour faire face, la dignité pour continuer à vivre malgré une société qui vous refoule, qui vous exclut, qui vous écrase. Je ne serais pas la femme que je suis devenue sans cette confrontation avec la réalité du monde. Alors je veux dire merci, merci à mes amis des Aubiers qui m'ont forgée et sont gravés dans ma mémoire comme on grave la roche. Je veux dire merci à ATD Quart Monde qui m'a tant enseigné et continue à m'inspirer. Surtout, je veux dire merci à mes parents pour tout ce qu'ils m'ont donné. Merci pour votre exemple, merci pour votre modestie, merci pour votre courage et votre entêtement. Alors papa, maman, parfois quand j'étais petite, je ne comprenais pas vos choix, vos absences. Papa, tu connais le coin par ici, tu as d'ailleurs travaillé à Villeneuve-d'Ascq, à la Serre des Prés. Et pourtant, ce soir, tu n'as pas voulu venir. Quand je t'ai demandé de venir parler de la lutte contre la misère, parce que je ne voyais pas qui d'autre pourrait le faire mieux que toi, tu m'as répondu avec modestie, mais qu'est-ce que j'aurais à dire ? Mais tout, papa, tout. Et maman, même si tu n'es plus là, j'essaye de suivre le chemin sur lequel vous m'avez engagée. Je marche dans tes pas, même si ma foulée n'aura jamais l'élégance et la détermination de la tienne sur le chemin de la justice. Grâce à vous, je ne baisse pas la tête quand la bataille commence, et je défends vos idées, mes idées, et celles des écologistes dans cette campagne où les coups les plus durs viennent de la gauche. Je parle clairement, mais je parle sans virulence. Non par faiblesse, mais par choix. C'est une question politique que de choisir de réfuter l'engrenage de vitupération imposé par nos adversaires. Alors ne comptez pas sur moi pour rejoindre aucune des cliques vociférantes que je vois se déchaîner sur les réseaux sociaux. Je pense profondément que les outrances verbales ajoutent au malheur du monde. Je sais aussi qu'à l'exacerbation du débat public, nous n'avons rien à gagner et tout à perdre. Et je ne veux pas nourrir les algorithmes de la discorde et du ressentiment parce que nous devons refuser ce qui nous dégrade. La mesure est aussi l'une des formes du combat pour la dignité. Mon écologie, elle ne fait pas la leçon aux plus pauvres. Elle l'apprend d'eux. Elle se déploie à partir d'eux. Elle s'appuie sur les inégalités qu'ils subissent pour remettre en cause le désordre écologique et social du monde. Parce que oui, je parle de désordre social, car considérer que le monde, comme il va, est en ordre, ce serait accepter que l'injustice est l'ordre et que c'est la justice qui fait désordre. Il faut inverser l'ordre des priorités. Nous devons penser la politique à partir de la vulnérabilité, à partir des vulnérabilités. La politique doit d'abord consister à comprendre que l'humanité est fragile, que le vivant dans son ensemble est fragile et qu'une politique de civilisation doit d'abord être une politique du soin. La santé, physique ou mentale, est d'ailleurs l'un des meilleurs étalons de la qualité des politiques publiques engagées. Vivre en bonne santé est un droit. La vulnérabilité est au fond notre condition commune, mais nous ne sommes pas toutes et tous égaux devant la vulnérabilité. Et le règne de la domination n'a eu de cesse d'accroître la vulnérabilité des plus faibles, celles et ceux que le patriarcat, le capitalisme, la pensée raciste ont jugés subalternes. Nous voulons combattre l'extension du domaine de la vulnérabilité par des protections sociales et environnementales nouvelles. Je veux donc une Europe du care. La main de l'État doit être douce avec les plus vulnérables au lieu d'être toujours plus dure à leur égard. C'est le sens, oui, c'est le sens du droit de veto social que nous portons pour l'Europe. Nous voulons que l'Europe se donne la dignité de toutes et tous comme boussole plutôt que la recherche de profit pour une poignée. Pour que la lutte contre la pauvreté, je le redis, devienne la colonne vertébrale de l'Union européenne.
Alors comprenons-nous bien, le droit de veto social que nous proposons est simple. Pas une mesure, pas une seule, ne doit être adoptée si, après étude d'impact, on voit qu'elle est néfaste pour les 10% d'Européens les plus pauvres. Cette mesure fait par ailleurs système avec une rupture de paradigme. On n'assiste pas les pauvres, on doit les associer au processus de décision des politiques les concernant. Le droit de veto social, c'est la règle d'or de la lutte contre la pauvreté. L'expertise populaire doit avoir droit de cité dans toutes les décisions politiques. Et oui, je prétends que cette règle est plus juste et plus rationnelle que la règle des 3% de déficit qui a longtemps cadenassé l'Union européenne en imposant l'austérité. Et je ne comprends pas pourquoi les socialistes européens viennent de soutenir un retour à la normale des critères du pacte de stabilité. Faire ce choix, c'est choisir la régression sociale et la continuation de la crise écologique en privant l'Union de sa capacité d'investissement dans la lutte pour la sauvegarde du climat. Faire ce choix, c'est accepter la logique ultralibérale dont nous devions absolument sortir si nous voulons sauver l'Europe. Faire ce choix, c'est renoncer à changer l'Europe et dire qu'en l'état, tout va très bien, Madame la Marquise. Faire ce choix, c'est pratiquer le même double langage qui a vu les socialistes européens et le gouvernement de François Hollande abandonner la Grèce d'Alexis Tsipras aux injonctions néolibérales de la Troïka et de fait soumis le peuple grec à une politique d'une violence sociale terrible. Cette gauche-là n'est pas la nôtre et cette Europe-là n'est pas la mienne. L'Europe parce que nous y croyons, parce que nous croyons que c'est le bon échelon pour agir pour le climat, eh bien nous voulons la changer. Les écologistes veulent la changer. Alors non, nous ne soutenons pas le pacte de stabilité et oui, nous avons une batterie de propositions pour transformer la donne sociale en Europe. J'ai parlé de droit de veto social parce que c'est systémique. Et je ne veux pas être trop longue, mais croyez-moi, dans le programme que nous présenterons au suffrage des électrices et des électeurs, ce ne sont pas les mesures qui manquent. L'Europe du Caire et de la justice que nous défendons commence par l'amélioration de la condition ouvrière dont je tiens à dire 2 mots. Nous défendons l'idée d'une clause de l'ouvrier le plus favorisé pour construire par le haut les conditions de travail et de vie des travailleurs et des travailleuses en Europe. Nous défendons également une politique européenne de réduction des risques professionnels par la mise en place d'un plan européen zéro mort au travail, comme le réclament les organisations syndicales. Et je n'indique qu'une mesure parmi tant d'autres. Mais comment imaginer que le travail ne s'adapte pas aux nouvelles réalités climatiques et continue à contraindre de travailler par des températures caniculaires? Ce n'est ni digne ni acceptable. Alors les écologistes sont aux côtés des travailleurs et des travailleuses pour dire que la santé ne doit pas subir les conséquences du dérèglement climatique, que personne ne doit se tuer à la tâche sous un soleil de plomb. Nous défendons la semaine de 4 jours, l'élimination des écarts de salaire de 1 à 20, une politique européenne du logement qui vise à encadrer les loyers, une politique de dignité garantie avec l'accès gratuit au premier litre d'eau, un minimum énergétique garanti et l'interdiction des coupures d'électricité. Nous voulons la défense et le développement des services publics. Listant ces mesures à la va-vite, je ne rentre pas dans le détail, ce sera une autre occasion, à l'occasion de la présentation de notre programme, mais j'indique un cap et une volonté pour les écologistes, celle de sortir du carcan libéral pour assurer la dignité de chacune et chacun, celle, tout simplement, de retrouver le chemin de la justice sociale. On nous dira, vous en demandez beaucoup quand même. Eh bien, on assume. Nous demandons le beurre et l'argent du beurre pour les plus précaires. Oui. Mais expliquez-moi pourquoi les uns seraient condamnés à manquer pour que les autres prospèrent. Ce n'est pas juste et ce n'est pas digne.
Pour les plus pauvres, nous demandons une chose simple. Nous demandons qu'enfin justice soit rendue. Le temps des plus humbles ne peut plus être ajourné, sans cesse différé, pendant que les riches accumulent de plus en plus de richesses. Et pour conduire la transition écologique dans la justice sociale, nous demandons un ISF climatique européen. Qu'on cesse de nous dire que l'argent manque. Ce qui manque, c'est la volonté politique, la volonté de réorienter le cours de la construction européenne. Et cette Europe, je vous le dis, court à sa perte si elle ne change pas de cap. Voilà ce que nous, les écologistes, les plus pro-européens de cette élection, nous demanderons. Un changement de cap politique en Europe. Nous faisons campagne sur cette orientation et nous savons qu'elle est majoritaire à gauche. Donc je ne doute pas. Je ne me laisse influencer ni par les grands médias qui ont déjà choisi leur chouchou, ni par les ralliements inélégants. Alors certains m'ont dit, je voulais vous en parler, certains m'ont dit, Marie, il faut que tu tapes sur Glucksmann, dis que c'est un grand bourgeois, rappelle ses trahisons, etc. Mais je ne vais pas le faire. Premièrement, non, mais je suis sérieuse parce que... Premièrement, parce que personne n'est coupable, je veux dire des choses importantes. Premièrement, personne n'est coupable de ses origines familiales. Et les attaques contre Raphaël Glucksmann dépassent parfois le cadre de l'acceptable. Je veux le dire et je ne m'y joindrai pas. Deuxièmement, sur ces ambiguïtés politiques, je ne mène pas une campagne de délation, mais une campagne d'affirmation et de clarté. J'aurai l'occasion de le répéter. Et je crois que les électeurs et les électrices sont assez adultes et intelligents pour se déterminer librement. Je vous donne un exemple. Je ne crois par exemple pas que celles et ceux qui sont contre la 69 et les grands projets inutiles rallieront le parti de Carole Delga, que j'ai appelé cette semaine encore à renoncer à ce projet inutile, injuste socialement et anti-écologique qu'est la 69. Troisièmement, je ne participerai pas à la guerre des gauches, parce que je n'ai pas d'ennemis à gauche. Ou en tout cas, plus exactement, je n'accepte pas d'en avoir. Je lis sur les réseaux sociaux, où beaucoup chassent en meute, la violence des attaques alimentées par la fébrilité ou parfois par l'opportunisme. Je ne suis dupe de rien. Mais je vous invite à une chose, c'est à ne pas tomber dans le piège qui consiste à creuser des fossés qui seraient infranchissables. La guerre des tranchées que certains veulent mener ne conduira qu'à un Verdun de la gauche et des écologistes. Et on sait où mène la stratégie des gauches irréconciliables. Mais ne me demandez pas non plus de me dissoudre dans des rassemblements sans centre de gravité politique affirmé. Ma matrice, notre matrice, c'est l'écologie politique. Mon combat, notre combat, c'est celui pour la justice et le vivant, contre les politiques mortifères défendus par l'union des extrêmes droites et des droites que l'on voit fusionner sur fond de climato-scepticisme et de haine de l'étranger au niveau européen. Ce sont eux, nos ennemis. Alors, je voulais vous dire de vous mobiliser. Je sais que vous le faites déjà, mais je vais vous demander de continuer. Parce que, voyez-vous, pour les partis, une élection, c'est une élection, mais pour les gens, c'est une occasion de changer de sort. Alors, je dis aux plus humbles, mêlez-vous de cette élection. Je sais bien que la démocratie censitaire est de retour, que les pauvres sont exclus du champ de représentation politique, qu'on fait tout pour vous tenir éloignés du vote et de la politique en général. Mais empoignez cette élection. Je le dis à la jeunesse qui est ici présente. Je le dis à la jeunesse des quartiers populaires comme celle des centres-villes, des zones rurales ou des outre-mer, de ne pas désespérer, de ne pas déserter la scène de nos combats communs. Je sais bien quel avenir on vous prépare, je connais vos peurs et vos colères et je les partage. Mais ne vous laissez pas voler vos lendemains, ne vous laissez pas confisquer vos vies. Ne suivez ni les semeurs de haine, ni les marchands d'illusions, empoignez cette élection. Je veux dire aux femmes, mes sœurs, que partout les menaces se lèvent contre leurs droits, contre nos droits. Je dis, tout simplement, que nos corps sont à nous, que nos vies sont à nous, et que le choix de ce que nous faisons de nos utérus ne sera jamais
jamais déterminée par Emmanuel Macron. À toutes et tous, je vous donne rendez-vous le 9 juin pour faire de la liste écologiste la défricheuse de l'espoir, le ferment du renouveau, la garante du vrai changement. Ensemble, nous pouvons être une force puissante, douce comme le retour du printemps, forte comme le jaillissement de la vie, belle comme l'envol d'une nuée d'oiseaux sur la plaine, indomptable comme une insurrection morale contre la destruction du monde. Rappelez-vous, on n'a qu'une vie, alors défendons-la ensemble. Vive l'Europe transformée, vive la République retrouvée et surtout, vive l'égale dignité.